le réflexe spinal de Galant. Bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. En ce moment, on passe en revue un certain nombre de réflexes, de schèmes qu'on étudie en intégration motrice primordiale. Alors bienvenue, le réflexe spinal de Galant, c'est un des réflexes les plus connus, entre autres parce qu'il a des effets assez intéressants. En fait, c'est un réflexe qui apparaît très tôt dans le ventre de la mère, enfin très tôt, au début du second trimestre, vers 3 mois et demi, 4 mois. Il est donc présent pendant le deuxième et troisième trimestre de grossesse, il est présent à la naissance. On va voir que d'ailleurs ce schème participe à la naissance. Et ensuite, le bébé va garder ce schème encore actif pendant, alors c'est assez vague pour ce réflexe, on dit 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois environ, où on peut voir le réflexe. Alors de quoi s'agit-il? Si vous prenez un bébé, l'idéal c'est de mettre sur le ventre, sur votre avant-bras. Donc le bébé est sur votre avant-bras, sur le ventre. Vous avez donc accès à son dos. Et si vous glissez votre doigt le long de sa... Alors, quand je dis le long de sa colonne vertébrale, sans toucher la colonne vertébrale, au milieu du dos, en descendant le dos, et si vous faites ça à droite, il va incliner vivement son corps vers la droite, épaule, on appelle ça une inclinaison latérale, se rapprochant de hanche. Vous faites ça à gauche, il va faire ça à gauche. Donc c'est un réflexe qui a été décrit par monsieur Galant vers le début du XXe siècle. Réflexe spinal, donc c'est un réflexe, comme son nom l'indique, de la colonne vertébrale, c'est ce que veut dire spinal, et Galant, c'est le nom de son découvreur. Alors, ce réflexe, on lui attribue beaucoup de rôles et beaucoup d'importance. Si on commence dans la chronologie, eh bien, en fait, vous voyez que quand on frotte le côté du dos, le bébé s'incline vivement de ce côté-là. Certains avancent, et on le retrouve chez Sally Godard, que certains sons, en particulier les sons graves, créent des vibrations qui sont ressenties dans le corps. Et il faut bien imaginer que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, contrairement à ce qu'on croyait autrefois, il entend relativement bien. Autrefois, on imaginait que, évidemment, le son doit passer la peau du ventre de la mère, le liquide amniotique, le placenta, enfin tout un tas de barrières. Et donc on imaginait, puis à juste titre aussi, le bébé, il a ce qu'on appelle dans l'oreille un bouchon muqueux. Donc on se disait, d'un point de vue acoustique, l'enfant, il n'entend pas grand-chose. Et puis on s'est rendu compte, plutôt vers la fin du XXe siècle, qu'en fait on s'était complètement trompé sur ça, et que des gens comme Tomatis avaient raison de dire que l'enfant était imprégné de son dans le ventre de sa mère, c'est que la colonne vertébrale de la mère, son bassin, enfin son système osseux, fait caisse de résonance. C'est le principe, vous vous rappelez, quand vous étiez petit, 2 pots de yaourt, une ficelle, on tend la ficelle et on peut entendre aussi loin, c'est le principe du télégraphe, aussi loin que l'on veut tant que la ficelle est tendue. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les os et la colonne vertébrale de la mère, c'est-à-dire que le corps de la mère, en fait, osseux, fait caisse de résonance. Et donc le bébé qui est tout contre, entend beaucoup plus de choses par conduction osseuse qu'on l'imaginait auparavant. Et en particulier, les sons graves font vibrer plus le corps de la mère. C'est-à-dire, traditionnellement, on dit la voix du père. Voilà, la voix du père va créer des vibrations. Et c'est pas étonnant que parfois le bébé va y réagir. Le papa va parler et le bébé va se mettre à bouger. Et la mère dit, il a bougé, il a reconnu que tu l'appelais, etc. Alors, c'est là qu'on avance qu'éventuellement, ces vibrations sont reçues par le corps du bébé et activent son Galant qui le fait gigoter un petit peu. Alors, évidemment, le Galant, comme il fait cette inclinaison, on dit que c'est... Parce que le bébé, comme il entend beaucoup de sons, il va activer son Galant régulièrement, la maman caresse son ventre, ça fait réagir le bébé, tiens, il a bougé, parce que ça touche le dos du bébé, bien entendu, et donc ça active son réflexe spinal de Galant. Eh bien, le bébé il va s'entraîner à faire ces inclinaisons encore et encore, dont il aura besoin plus tard pour se retourner, pour avoir la tête en bas et pouvoir naître. Et ça, c'est important parce que certains disent que, vous voyez, il va y avoir tout un système
que le galant et le bon fonctionnement du galant, est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup parler au bébé quand il est dans le ventre de la mère? Certainement, mais va bien aider le bébé à pouvoir se retourner et donc à se préparer pour la grande descente de la naissance. Ça, c'est très important. Et puis, un peu plus tard, évidemment, quand les contractions maternelles arrivent, là, pour le coup, les contractions sont extrêmement vives, les contractions utérines, elles vont appuyer sur le corps du bébé. Alors, comme le bébé, il est positionné un peu asymétriquement, il est tourné plutôt d'un côté, ça va pousser d'un côté de son dos et puis de l'autre alternativement, et l'enfant va être brassé comme ça, et il ne va pas réagir de manière souple, si je puis dire. Enfin, il ne va pas réagir de manière passive, il ne va pas rester passif, pardon. Le bébé va être actif. Enfin, quand je dis le bébé, c'est-à-dire les réflexes qu'a le bébé vont faire qu'il est actif. On en a beaucoup parlé dans le réflexe spinal de Pérez, qui est un réflexe de la naissance. Eh bien, le galant, c'est pareil. Le Pérez fait que le corps du bébé reste dynamique. Il va réagir aux contractions par un grandissement de la colonne vertébrale pour lui permettre de passer dans tout ce canal de la naissance pendant des heures et des heures. Eh bien, le galant le fait un peu gigoter de droite et de gauche et lui fait faire au mobile fœtal, comme on l'appelle, un mouvement de simili-reptation dans le canal de la naissance et le fait progresser. En quelque sorte, les contractions maternelles poussent le bébé vers le bas, qui réagit en gigotant et qui avance d'une certaine manière grâce à son galant. Donc on peut dire que le réflexe spinal de galant est facilitateur de la naissance du bébé. Et puis évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Le bébé, il sort du ventre de sa mère, et puis ensuite on va le placer sur le ventre de sa mère, et on en a parlé quand on a parlé du réflexe de reptation de Bauer. Le bébé va faire des mouvements, là encore dits de simili-reptation, qui ressemblent à une forme de reptation, où on le pose sur le ventre de sa mère, progressivement grimper vers le sein. Et il va s'aider d'un mouvement de reptation au niveau des pieds. On a parlé aussi du réflexe de Babinski, qui est un réflexe du pied. Donc on sait maintenant que le bébé va utiliser son réflexe de Babinski pour aller grimper sur le ventre de sa mère jusqu'au sein, son spinal de Pérez, son reptation de Bauer, et pour faire un bon reptation de Bauer avec épaules et hanches qui fonctionnent l'un avec l'autre, il a besoin du réflexe spinal de galant. Donc on a en gros 4 réflexes qui interviennent pour que l'enfant se positionne sur le ventre de sa mère, aille au sein et puisse téter confortablement, pour assurer sa survie, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce réflexe spinal de galant, et évidemment, je l'ai dit il y a un instant, il va durer jusqu'à 5, 6, 7, voire 9 mois, le temps qu'il soit capable de se retourner, d'être à l'aise au sol, qu'il ait passé du temps sur le ventre, sur le dos, dos, ventre, ventre, dos, qu'il est capable de s'asseoir, et en gros, une fois qu'il est capable de s'asseoir, de tenir tout seul, quand je dis capable de s'asseoir, c'est évidemment si vous le maintenez avec des coussins devant, derrière, à droite, à gauche, il n'est pas capable de s'asseoir. Je veux dire de manière autonome, il tient. Eh bien, on estime à peu près que là, le galant, ça y est, l'enfant a maîtrisé des réflexes posturaux, des réflexes de vie qui vont prendre le relais, et le galant peut s'inhiber et laisser place à ces stratégies plus efficaces liées à la motricité volontaire. Alors, il y a encore des tas de choses à dire sur le galant, parce qu'il est fascinant. On comprend qu'il est lié au tonus du dos, puisque c'est une stimulation tactile le long de la colonne vertébrale qui le fait gigoter, s'incliner latéralement. Maintenant, évidemment, si tout va bien, les choses se passent telles que je les ai dites. L'enfant est né par voie basse, il y a eu des contractions auxquelles il a pu réagir. Et là, il faut que je dise un certain nombre de choses encore. Et puis, bref, il a utilisé son réflexe. Et puis, du coup, le réflexe peut s'inhiber et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, si tout le monde fonctionnait comme ça, il n'y aurait pas d'IMP, il n'y aurait pas d'intérêt sur le travail sur le réflexe. C'est bien parce que dans certains cas, les choses ne se passent pas comme prévu que ça va être intéressant de connaître ces schèmes réflexes et de pouvoir les intégrer après coup. Donc, première chose, il faut que le bébé... en vrai, c'est valable pour tout réflexe. Pour qu'un réflexe puisse s'intégrer, il faut qu'il ait évidemment émergé à un moment donné. S'il n'émerge pas, on est en présence de handicap, de pathologie, de malformation, de troubles neurologiques. Voilà. Donc et là, c'est pas de notre ressort en IMP, évidemment. On est du côté de la médecine. Il faut que le réflexe il ait émergé, puis il faut qu'il ait été exercé pendant un certain temps, qu'il ait joué son rôle, qu'il ait exercé sa fonction. Et comme toujours dans la vie, c'est très bouddhiste, ni trop peu, le juste milieu.
Si le réflexe est suractivé, si l'enfant est surstimulé, etc., bah, le réflexe ne va pas bien s'intégrer et peut rester suractif. Au contraire, si le réflexe n'est pas assez stimulé, pas assez utilisé, et bien, aussi surprenant que ça soit, là aussi, il va perdurer et rester résiduel, parce qu'il n'a pas joué son rôle. En fait, le corps attend qu'il joue son rôle. S'il joue trop son rôle, il reste en état de stress, il dit « oh, il y a quelque chose qui cloche, je garde ce schème ». Mais s'il n'a pas assez joué son rôle, par exemple, l'enfant n'a pas été assez porté ou allaité ou des choses comme ça, eh bien, le réflexe, il dit bah, « moi, je n'ai pas joué mon rôle, je reste présent hein ». Et du coup, dans ces deux cas, on peut dire hypo ou hyperactivité du réflexe, eh bien, le réflexe ne va pas s'inhiber et laisser place au réflexe de vie, et donc ensuite s'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps. Donc cette notion est majeure. Il faut que le réflexe ait émergé, qu'il ait joué son rôle, pour qu'il puisse s'inhiber, puis s'intégrer. Donc, on a dit que le galant, il intervenait à plusieurs niveaux. Dans le ventre de la mère, à la naissance, et ensuite quand il est positionné sur le ventre de sa mère et qu'il va téter, et puis même ensuite quand on va le mettre au sol, qu'il va bouger, se retourner, etc. Donc si des choses dans ces 4-5 événements de vie majeurs ne se sont pas mis en place correctement, eh bien il y a de fortes chances pour que le réflexe ne puisse pas s'intégrer. Je vais donner quelques exemples. La naissance. Si l'enfant est pas né par voie basse, en particulier s'il y a eu une césarienne programmée, entendons-nous bien, on ne dit pas en IMP qu'on est contre les césariennes programmées. S'il y a évidemment une raison médicale de programmer la césarienne pour des raisons de santé de la mère ou du bébé ou quoi que ce soit, évidemment il faut la faire. Mais vous comprenez que si l'enfant a dû naître par césarienne programmée, il n'y a pas eu de contraction. S'il n'y a pas eu de contraction, eh bien ce réflexe ne s'est pas activé. Et donc il y a de fortes chances pour que, d'une certaine manière, on retrouve cet enfant. Et quand je dis il y a de fortes chances, c'est tellement fréquent dans le cabinet, on retrouve l'enfant à 10 ans, avec le réflexe méga actif, parce que son corps, en quelque sorte, il dit « je suis jamais né, je ne suis jamais né, j'attends de naître ». Et donc mon réflexe, il est toujours là en attendant les heures et les heures de naissance. Hein, c'est comme ça que je dis les choses et que je vois les choses, parce que c'est tellement fréquent que des enfants qui sont nés par césarienne programmée n'aient pas du tout intégré ce réflexe, qu'il soit toujours présent, que voilà, ça finit par me faire rire, parce que des fois, je dis tiens, votre enfant il est né par césarienne, comment vous savez? Là, le réflexe il est particulièrement présent. Quelqu'un qui s'amuse avec sa pétarade, là, avec ça. J'ai envie de dire mobilette, parce que vu le son, ça a l'air d'être une vieille pétrolette. J'espère que ça ne dérange pas trop. Ouais. Oh là 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 là. Ça me rappelle mes jeunes années, ça. En train de s'éloigner, c'est désolé, c'est les inconvénients du direct, c'est en live. Donc voilà, ça c'est un exemple, la naissance. Alors, attention, il y a des choses il faut bien avoir une vision large des choses. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune et stupide, je me disais, voilà, l'enfant il est né par césarienne, il n'est pas descendu, ou il ne s'est pas retourné, ou des choses, et puis du coup, c'est à cause de ça que le réflexe n'est pas intégré. Et c'est ce que je viens de dire, en quelque sorte. Sauf que parfois, on peut imaginer que, parce que ce réflexe n'était pas actif dans le ventre de la mère, l'enfant ne s'est pas retourné, les contractions ne sont pas efficaces, ceci, cela, et que du coup, il faut faire la césarienne. À ce moment-là, la cause n'est plus la césarienne, mais le réflexe lui-même qui n'était pas présent. Alors pourquoi le réflexe n'était pas présent chez un enfant initialement? Là aujourd'hui, je vous ramène à tout ce que j'ai dit dans les podcasts précédents. Aujourd'hui, on sait que la pollution, les perturbateurs endocriniens, on a du mal à avoir des bébés, on a des mauvais spermatozoïdes, les femmes ont du mal à avoir des ovules fonctionnels, on fait des bébés trop tard, les carences alimentaires, iode, oméga 3, acide folique, etc. sont légion, et donc on a de plus en plus de bébés qui naissent avec des déficiences, que ce soit des plagiocéphalies, que ce soit des histoires de troubles au niveau oral, de la langue, de freins de langue restrictifs, de difficultés neurologiques ou de machins, et de trucs genre troubles du spectre autistique, TDAH, troubles du neurodéveloppement, enfin, et ainsi de suite, et la liste s'allonge, et on sait qu'une grande majorité de ça est due à la pollution, au mode de vie,
à la grossesse, etc. Donc évidemment, le réflexe, le système réflexe n'a pas tous les éléments qu'il faut pour bien maturer, et dans certains cas, voilà, le réflexe ne joue pas son rôle, du coup, il faudra faire la césarienne. Vous voyez, les choses sont parfois plus complexes qu'on pense, hein. Faut pas être simpliste. Ah, c'est la faute à la césarienne si le réflexe n'est pas intégré. Bah non. Enfin, oui, dans certains cas, parce qu'on a fait une césarienne pour une autre raison médicale, je sais pas de quoi. Et effectivement, mais dans certains cas, ça peut être déjà que le réflexe n'était pas bien présent, et du coup, il a fallu faire une césarienne. Donc voilà, il y a la naissance par voie basse qui va être importante. L'allaitement, c'est sûr qu'un enfant qui n'a pas été allaité ou très peu allaité a peu l'occasion d'activer ce réflexe, et il y a de fortes, il y a plus de chances, j'ai dit plus de chances, ça ne veut pas dire 100% de chance, plus de chances pour qu'un enfant nourri au biberon ait ce réflexe moins fonctionnel qu'un enfant allaité au sein. Alors, je dis c'est un paramètre, je veux dire, c'est l'idéal de nourrir au sein, tout comme c'est l'idéal de naître par voie basse, tout comme c'est l'idéal de porter le bébé, tout comme c'est l'idéal d'avoir une alimentation saine, etc. Mais tout ça sont des paramètres, certes, majeurs, évidemment fondamentaux, mais il y en a plein pour élever un enfant. Donc peut-être que notre enfant il n'est pas né par voie basse, peut-être qu'il n'a pas été allaité, peut-être qu'il n'a pas été porté, peut-être que ceci, cela, mais tout dépend de ce qui se passe à côté. Vous voyez, c'est pas tout ou rien. On peut avoir un enfant qui est, par exemple, nourri au biberon, mais qui a beaucoup de câlins, qui est beaucoup porté, qui va chez l'ostéo, qui a d'autres stimulations, et qui fait que voilà, tout se passe très bien. Et à contrario, on peut avoir un enfant qui est allaité pendant 2 ou 3 ans, mais qui à côté a eu des chocs, n'est pas, je sais pas quoi, ceci, cela, et donc les choses ne se passent pas comme il faut, hein. Comme je lui dis toujours, pour élever un enfant, il faut des milliers et des milliers de paramètres. C'est toujours très délicat et très difficile de dire et les études sont très complexes, c'est ce paramètre plutôt que ce paramètre qui a été crucial dans le développement du bébé. Néanmoins, aujourd'hui, on a beaucoup de statistiques et de recherches qui montrent que voilà, si l'enfant est né par voie basse et plutôt que par césarienne, ceci, cela, si l'enfant a eu accouchement déclenché, ceci, cela, on a aujourd'hui des études sur même des décennies parfois, où on voit ce que des pratiques obstétricales peuvent créer des décennies plus tard. Et c'est pas une blague, aussi bien au niveau du système immunitaire, du microbiote, qu'au niveau émotionnel, l'attachement, et tout un tas de choses. Bref, tout ça pour dire que c'est très délicat quand les gens nous demandent pourquoi, c'est quoi la cause de pourquoi mon réflexe n'est pas intégré. Bien malin qui peut dire ce qui précisément. Certes, statistiquement, on sait que les enfants qui sont nés avec un accouchement par césarienne, voilà, il y a plus de réflexes moins intégrés, mais on manque de statistiques très précises. Et puis vous savez, on dit césarienne, et parfois on fait faire un certain nombre de contractions de nos jours au niveau de la césarienne. Il y a plein de manières maintenant de faire des césariennes plus douces, des césariennes programmées, des césariennes d'urgence. Donc tout ça a été éminemment complexe. Bref. Réflexe spinal de Galland, pareil, voilà, j'ai dit l'allaitement, j'ai dit est-ce que l'enfant il est porté, donc stimulé dans son Galland. Vous voyez un bébé porté en écharpe, c'est tout à fait autre chose qu'un bébé qui est mis dans son trotteur, dans son Yupala, dans son Baby Relax, dans son Transat, voilà. Donc il va y avoir le portage, il va y avoir tout un tas de facteurs. Ensuite, est-ce que l'enfant il est mis au sol, il a de la place pour se retourner, dos, ventre, ventre, dos, etc. Donc, ce réflexe spinal de Galland, imaginons que pour des raisons X ou Y, il ne s'intègre pas correctement. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors il peut se passer plusieurs choses. Déjà, première chose, la zone du dos, qui est la zone du déclencheur tactile du réflexe. Je vous rappelle, il faut descendre le doigt le long de la colonne vertébrale pour... est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui, pour voir ce qui se passe. Si le réflexe n'intègre pas, cette zone tactile reste très active et va même se généraliser, se diffuser un peu dans tout le corps. C'est-à-dire que tout le dos, tout le tronc même, devient hypersensible et a tendance à faire gigoter l'enfant. Le cas typique des enfants qui ont un galant non intégré, c'est le cas des enfants qui sont gênés par les étiquettes. Ça serre la ceinture, ça serre le collant, ça serre les vêtements, ça me gêne le col. Et chez qui il faut toujours enlever les étiquettes, les machins, ça serre. C'est les petites filles, quand on a la chance d'être une petite fille, qui va vouloir être qu'en robe, parce que la robe ne sert nulle part. Ça, c'est typique.
on est gêné par les vêtements. Comme si ça crée une sorte de contraction, hein, j'ai parlé des contractions, et puis que ça fait gigoter le réflexe. Et puis ces enfants vont gigoter beaucoup de ce fait. L'autre chose que ça fait, c'est qu'on n'est pas stable quand on est assis sur une chaise. Mais oui, parce que assis sur une chaise, il faut la stabilité du tronc. Or, comme le spinal de Galant organise la flexion entre épaules et hanches opposées, c'est une contraction du muscle qui s'appelle le carré des lombes, qui est au niveau des lombaires et qui fait qu'on incline le tronc du côté du bassin. Eh bien, ça, c'est les muscles essentiels pour pouvoir rester assis sur la chaise. Et donc, les enfants, en général, qui ont un spinal de Galant non intégré, gigotent tout le temps sur leur chaise, gigotent tout le temps sur leur chaise. À tel point qu'on voit tous les jours dans nos cabinets, là, je le dis en pesant mes mots, même si ça va choquer des tas de gens, un nombre d'enfants qui sont étiquetés TDAH, troubles de l'attention accompagnés d'hyperactivité. Un nombre phénoménal de ces enfants présentent un réflexe spinal de Galant non intégré. C'est-à-dire que dès qu'on touche quelque part dans leur dos, ça les fait gigoter. Vous imaginez être assis sur une chaise avec le dossier qui vient vous frotter dans le dos en permanence, eh bien ça les fait gigoter en permanence, encore et encore. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'une fois qu'on intègre ce réflexe, on a une énorme amélioration au niveau de ce qu'on appelait l'hyperactivité. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit tous les enfants hyperactifs, serait dû à un réflexe spinal de Galant non intégré et que vous intégrez le réflexe spinal de Galant et par magie, tous les enfants hyperactifs redeviennent ordinaires. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit un grand nombre d'enfants qu'on voit qui sont étiquetés TDAH présentent un réflexe spinal de Galant non intégré et quand on pratique l'intégration de ce réflexe, on a une nette amélioration au niveau des troubles d'hyperactivité. J'ai dit un certain nombre, même un grand nombre, et je n'ai pas dit qu'il était guéri du jour au lendemain. Pour plein de raisons. Même si c'était la cause initiale, qui ne serait pas une véritable cause, parce que la véritable cause, c'est pourquoi le réflexe ne s'est pas intégré, mais même si le réflexe était là et participait largement à ça, mais ça fait déjà des années que l'enfant est entré dans une spirale de réactivité au niveau de son corps, au niveau de son esprit, au niveau de ses émotions, etc. Et même si on enlève l'épine qui était dans le pied depuis longtemps, il a pris une habitude. Admettons que vous ayez une épine dans le pied depuis 1 heure. Vous enlevez l'épine dans le pied, vous remettez à remarcher tout de suite. Mais si ça fait des jours et des jours et des jours que vous boitez avec cette épine dans le pied, et que j'enlève l'épine dans le pied, certes, ça va vous soulager, et il y aura une amélioration, mais vous allez continuer à boiter parce que les compensations que vous avez mises dans tout le corps, du côté de l'épine, du côté opposé, elles sont toujours là. D'où l'importance de rééducation chez le kiné quand on a boité pendant un certain temps, parce que sinon on peut acquérir des compensations qui vont rester toute notre vie parce qu'on les enlève jamais. Parce qu'on a pris un mauvais pli, une mauvaise habitude. Donc c'est hyper important d'aller chez le kiné pour des rééducations. Après, c'est de casser la jambe ou d'avoir été plâtré. Beaucoup de gens disent « Oh, j'ai plus mal, c'est bon ». Mais c'est pas si simple que ça à cause des compensations qu'on a mises en place. Et le kiné doit s'assurer qu'on a bien remusclé tout ce qu'il fallait remuscler, détendre tout ce qu'il fallait détendre, etc. Eh bien, cette analogie est exactement la même avec les réflexes. Oui, même si ce réflexe était le principal responsable de troubles qu'on appellerait hyperactivité, de gigotage, etc., ben, c'est pas parce qu'on a intégré que par magie, tout va fonctionner, parce que, alors, on le sait si c'est le cas, parce qu'on voit très fortement le réflexe réagir, hein, ces enfants-là, on les met à 4 pattes, on dit reste à 4 pattes, on touche le long du dos, et bam, on voit l'inclinaison. Et ils ne peuvent pas rester en place, ils gigotent tout le temps, ils sont malhabiles quand ils courent parce que le bassin n'est pas bien stabilisé, donc c'est typique. Donc nous, on va faire des procédures, on voit une nette amélioration, les parents nous le disent dans les jours qui suivent tout de suite, mais il n'y a pas que ça. Voilà, l'enfant était dans une spirale de compensation, d'habitude, etc. Donc voilà. Et puis parfois, ces enfants, ils sont tellement énervés, excités, qu'ils ont pris l'habitude de bouffer beaucoup de sucre, des sodas, des machins, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour eux. Ils ont pris l'habitude de beaucoup d'écrans pour calmer ces enfants, ils se couchent tard parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, et que tout ça, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas le lendemain de la séance, ça y est, il dort, il arrête de manger des sucreries et tout et tout. Donc il y a tout un environnement, je vérifie mon micro, voilà. Tout un environnement très vaste qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est multifactoriel. Mais hein, les troubles de l'apprentissage, les troubles d'hyperactivité et tout, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire qu'il y a une cause précise, hein, sinon ça ferait depuis longtemps qu'on aurait résolu le problème. Mais les réflexes non intégrés peuvent largement contribuer, amplifier le problème. Hein.
Et on va pouvoir vraiment aider grâce à ça. Et c'est pourquoi nous, on forme beaucoup les orthophonistes, des psychomotes, tous les gens qui travaillent avec les enfants atteints de troubles des apprentissages et en particulier des troubles qu'on appelle d'hyperactivité ou troubles de l'attention, etc. Donc vous voyez, encore une fois, le génie de ces réflexes qui sont des schèmes moteurs, faire progresser le bébé dans le canal de la naissance, mais qui est aussi un schème qui peut contribuer à du gigotage intempestif et donc des difficultés pour me concentrer, puisque je suis gêné en permanence par cette épine qui n'est pas dans le pied mais dans le dos. Donc on voit encore une fois les relations entre le corps et l'esprit, si je puis dire. Et c'est valable pour 100% des réflexes. Comme je le dis toujours, c'est un alphabet du mouvement qui est la base d'un alphabet cognitif, qui est la base d'un alphabet émotionnel, bien entendu. Alors nous, au IMP, ce qu'on dit, c'est que d'un point de vue structurel, corporel, ce réflexe, il est lié à la stabilité qu'on retrouve dans la posture, dans la marche du bassin avec le fameux carré des lombres, le lien entre la coordination épaule-bassin. On a même vu que ça affecte beaucoup au niveau du système vestibulaire, parce qu'il y a toute cette notion de gigotage, de coordination au bas du corps. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être affectées. Et puis je vous ai dit au niveau du système tactile, parce que c'est toute une intégration du dos au niveau tactile. Au niveau cognitif, on est clairement sur un réflexe qui impacte le plus la concentration et de là évidemment la mémorisation. Je ne l'ai pas cité mais ça va ensemble. Donc c'est la capacité à être tranquille sur une chaise, de pouvoir persévérer dans des tâches cognitives, de mémoriser, de pouvoir se focaliser. Ça intervient dans les chaînes musculaires qui interviennent dans la focalisation. Et au niveau émotionnel, c'est la maîtrise de soi un petit peu. C'est la stabilité physique qui entraîne de la stabilité émotionnelle. Je suis stable, je me sens solide, alors que quand ce réflexe n'est pas intégré, je vais manquer de stabilité, je gigote tout le temps et je ne me sens pas à l'aise pour réagir à ce qui se passe dans mon environnement par manque de stabilité. Et c'est pourquoi souvent on retrouve un manque de réactivité. Alors évidemment, si on se retrouve en présence d'un enfant qui n'a pas intégré ce réflexe, je vous l'ai dit, on retrouve souvent des enfants qualifiés d'hyperactifs, comme on disait, de difficultés de mémorisation. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, il y a un réflexe, et j'en ai parlé dans le réflexe spinal de Pérez, qui s'appelle le réflexe de Pulgare. En fait, je vous ai dit, le spinal de Galant, c'est quoi? Quand je frotte un côté du dos, l'enfant s'incline de ce côté-là. Si je frotte de l'autre côté, il s'incline de l'autre côté. Mais magie, qu'est-ce qui se passe si je frotte les deux côtés à la fois, de part et d'autre du dos à la fois, chez un bébé? Eh bien, quand le bébé a sa vessie qui est pleine, si elle est pleine, si je frotte bilatéralement, eh bien, il va uriner. Il ne peut pas se retenir et il va uriner. Ça s'appelle le réflexe de Pulgare. Et de fait, on a trouvé... imaginez un enfant qui a le spinal de Galant non intégré, et puis qui se couche au soir, et puis voilà, là, tout va bien, et puis forcément, vu qu'il a le Galant, il va plus gigoter qu'un autre, du fait qu'il a ces stimulations tactiles au niveau du dos, et il va gigoter dans son lit. On sait que ces enfants ont du mal à s'endormir la plupart du temps, et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que au fur et à mesure de la nuit, sa vessie se remplit. Et à un moment donné, évidemment, ça frotte à droite, ça frotte à gauche, ça va créer une sorte de réflexe de Pulgare. Ça le gêne dans le dos. Et il va déclencher sa vessie et il va faire pipi au lit. Là aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que toutes les causes du pipi au lit sont dues à un réflexe spinal de Galant, Pulgare mal intégré, parce qu'il y a là aussi c'est multifactoriel, il y a des causes émotionnelles. Je vais vous donner un exemple typique. J'avais ma deuxième petite fille, elle faisait plus pipi au lit. Et puis, elle a eu une petite sœur. C'est le grand coup classique. Et elle s'est remise à faire pipi au lit pendant 1 an pour être comme un petit bébé. Elle s'est remise à reparler un peu comme un petit bébé. Parce que qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Vos parents et votre mère attribuent 100% presque beaucoup plus son attention au bébé qu'à vous. Et comme vous voulez récupérer l'attention, vous dites inconsciemment, je vais me refaire le petit bébé pour qu'on s'occupe de moi. Pipi au lit et parler comme un bébé. Donc là, vous voyez, elle s'est remise à faire pipi au lit pendant bien 1 an après ça. Ouais.
Et ça, c'est un grand classique. Donc là, le réflexe spinal de Galant n'a rien à voir avec ce cas de figure. C'est un cas typiquement émotionnel qui est lié voilà, à la relation, à la mère, à la petite sœur qui est née, etc. Il y a des raisons qui sont physiologiques, des raisons mécaniques, des raisons organiques au pipi au lit. Mais il faut dire que l'on trouve très fréquemment des enfants qui sont qualifiés d'énurésiques, tout comme j'avais dit, il y a des enfants qui sont qualifiés TDAH, dont on trouve un réflexe spinal de Galant très fort, et qui, et ça c'est super chouette, quand on va intégrer le Galant, eh bien, ne font plus pipi au lit la nuit. Ne font plus pipi au lit. Évidemment, le piège qui se passe, c'est que vous avez une maman qui vient, alors les mamans ne viennent pas me voir pour le pipi au lit, ils viennent me voir avec leur enfant en général pour des histoires de concentration, de lecture, d'écriture, de trucs liés à la scolarité. Et puis quand je regarde les différents réflexes et que je vois un fort spinal de Galant, je pose toujours cette question de dire, sans nommer, me dire, est-ce qu'il a encore des accidents? Mettons qu'il a 6-7 ans. Et les mères savent très bien de quoi je parle, si c'est le cas, de dire oui, ça arrive de temps en temps, ou c'est systématique et tout. Et ensuite, je dis ok, on s'occupe du réflexe spinal de Galant, et je dis bon si vous voyez un changement à ce niveau-là, et je ne veux pas mettre de faux espoirs, et je sais qu'il y a plein d'autres causes, mais si vous voyez une amélioration à ce niveau-là, signalez-le moi, etc. Et c'est très souvent le cas. Entendons-nous bien, il y a des tas d'enfants qui font pipi au lit, chez qui leur Galant va bien. Là, je ne peux rien faire. Mais si je trouve un Galant chez un enfant qui fait pipi au lit, je sais qu'en le travaillant, je vais améliorer les choses la plupart du temps. J'ai dit améliorer. Parfois, du jour au lendemain, c'est pas arrivé qu'une fois dans ma carrière, de nombreuses fois, du jour au lendemain, il ne fait plus jamais pipi au lit dès qu'on a intégré le Galant. Donc voilà, alors évidemment, l'enfant, ça va entraîner qu'il est très chatouilleux au niveau du dos, il peut être un peu impulsif, à gigoter tout le temps, à bouger, il a des gènes, ça le gratte, ça gigote, etc. Voilà un peu le type de comportement type Galant, vous voyez. Alors, comme toujours, j'ai pris l'habitude, vers la fin du podcast, d'expliquer les schèmes synergistes et les schèmes antagonistes. Parce que, au fur et à mesure du podcast, on va étudier une trentaine de réflexes. Et du coup, c'est bien de comprendre les réflexes individuellement, mais c'est encore plus génial de comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres. Parce que quand on va chercher à, entre guillemets, travailler sur un réflexe, faut comprendre quels sont ceux qui fournissent le même type de stimulation et ceux qui font la stimulation opposée, parce que des fois, c'est en travaillant sur ces schèmes agonistes, synergistes, ou sur ces schèmes antagonistes qu'on améliore les choses. Donc ça, c'est une notion importante. Donc le réflexe spinal de Galant, c'est un réflexe qui est très important au niveau de la mise en place de la statique, de la posture du corps, donc il va intervenir avec le réflexe de redressement statique, ça c'est évident, et puis surtout le réflexe spinal de Pérez, qu'on avait évoqué, réécoutez si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode sur le réflexe spinal de Pérez, vous vous en doutez bien vu le nom, qu'on a réflexe spinal de Pérez et réflexe spinal de Galant, sont deux réflexes de la naissance, ils sont étroitement liés, avec ce réflexe du pulgar au niveau de la colonne vertébrale, voilà c'est le trio au niveau de la colonne. Donc évidemment, quand on travaille l'un, il faut absolument qu'on regarde l'autre au cas où il faille travailler les deux. Et puis des fois on en travaille un et puis ça améliore l'autre parce que voilà, ils fonctionnent en synergie. Et donc ces différents réflexes de redressement statique, réflexes de Pérez, sont des réflexes archaïques qui vont s'inhiber, comme le Galant, et ils vont laisser place à des réflexes de vie qui vont être synergistes en quelque sorte, que le réflexe de retournement segmentaire et le réflexe de redressement de la tête. Donc redressement de la tête et retournement segmentaire sont les réflexes qui vont ensuite maintenir le dos en place. Et donc une des choses les plus importantes à savoir pour l'intégration du réflexe spinal de Galant, et on ne le dira jamais assez, je l'ai dit beaucoup dit dans les podcasts précédents, c'est de laisser l'enfant au sol pouvoir se retourner dos, ventre, ventre, dos. Quand l'enfant se retourne, il participe à l'intégration de plein de choses. Les retournements au sol, c'est majeur. Toutes les psychomotriciennes vous le diront, c'est quelque chose de majeur. Dos, ventre, ventre, dos. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais juste l'importance du retournement, c'est absolument majeur. Laissons les enfants se retourner, dos, ventre, ventre, dos, oui, parce que lors du retournement, c'est là qu'il va activer ces chaînes au niveau du bassin, on pourrait dire sa ceinture pelvienne, et sa ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Donc c'est tout le lien entre le haut et le bas du tronc qui s'organise quand l'enfant se retourne, et c'est justement le but du Galant
c'est d'organiser ce haut et ce bas. Donc quand l'enfant va faire ce mouvement volontaire de retournement, eh bien, il va pouvoir abandonner le galant. Donc je vous l'ai dit, quand on l'a déjà vu, le retournement séquentaire, je crois, dans le podcast. Donc c'est vers 5-6 mois que tout ça se met en place, et c'est comme par hasard vers 5-6 mois, 7 mois, que le galant, parce que je me suis bien retourné, va s'intégrer. Donc encore une fois, l'importance du retournement, et encore une fois l'importance de faire des retournements à tout âge. Écoutez l'épisode de podcast que j'ai fait sur Original Strength. Je crois que j'ai fait 3 épisodes sur le sujet, donc il y en a un qui parle des retournements, et ça c'est absolument majeur de pratiquer ça au quotidien, surtout si vous êtes kiné, ostéo, podologue. Ça va aider tous les gens avec qui vous travaillez, mais voyez la surprise, puisque ça intègre des réflexes comme le galant, comme le réflexe asymétrique du cou, etc. Ça va aussi affecter nos capacités cognitives, et donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, des gens comme des orthophonistes peuvent trouver beaucoup de bénéfices à faire des retournements aux gens avec qui ils travaillent, et donc les enfants, typiquement. Alors, les schèmes antagonistes, les choses qui travaillent un peu à l'opposé, et il faut qu'il y ait des choses qui travaillent à l'opposé pour que le réflexe puisse s'intégrer. On a le RTL, vous vous rappelez, du réflexe tonique labyrinthique qu'on a abordé très récemment. Flexion de la tête entraîne flexion des membres et toute la colonne vertébrale s'enroule. Extension de la tête entraîne extension des membres et toute la colonne vertébrale qui part en extension. Donc évidemment, quand il y a le RTL qui s'active, je ne peux pas rester dans mon galant, je suis plus dans l'axe antéro-postérieur, alors que le galant, c'est latéral. On a le landau aussi dans une autre mesure qui fait que je pars en extension quand je suis sur le ventre. Et voilà, et puis un réflexe qui s'appelle l'envol et l'atterrissage, qui est aussi un réflexe qu'on va dire antagoniste. Comme c'est un réflexe majeur et que nous, on forme beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents qui voient ce réflexe dans leur classe et qui disent « mais mince, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces enfants ?» Je vérifie mon micro, excusez-moi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Évidemment, il y aura des jeux qu'on peut faire, différentes activités, je vous ai dit, des retournements, des stimulations, bref. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure de contournement, comme suggestion pédagogique? Alors, un bon conseil, c'est ces enfants qui gigotent beaucoup, là, on aurait tendance à vouloir les mettre devant, en se disant, bah voilà, devant, il va mieux se contrôler, je vais mieux le regarder, et du coup, ça va faire qu'il maîtrise son corps. Pas du tout. C'est pas l'approche pour le galant. Que cet enfant, c'est pas une histoire de contrôle cognitif sur la posture. S'il pouvait, il le ferait, mais il peut pas. On l'a vu, c'est physique, c'est la posture assise qui qui vient remuer l'épine qui est dans le pied et qui fait qu'il gigote. Donc il vaut mieux le laisser tout au fond de la classe pour qu'il puisse se mettre debout, gigoter, s'asseoir n'importe comment sur sa chaise sans que ça gêne les autres. C'est ça l'idée en fait. Évidemment, il va avoir besoin de plus de pauses que les autres, de se lever, de marcher un peu. Et en général, il n'a pas besoin de faire des pauses pendant 5 minutes. Juste pendant quelques secondes, le fait qu'il puisse gigoter un peu, ça va lui faire du bien. 30 secondes, 1 minute, et il peut se rasseoir. Une des choses qui marche bien, que nous on recommande, et vraiment je l'ai testé dans beaucoup d'écoles avec beaucoup d'enfants, c'est soit la petite galette de caoutchouc qu'on met sur la chaise et qui fait qu'on peut gigoter sur la chaise sans faire de bruit et sans gêner personne, qui produit justement ce mouvement de galant, ou le gros ballon de gym que vous connaissez, qui doit bien être adapté à l'enfant au niveau de la hauteur, hein. C'est-à-dire que quand l'enfant est assis sur le ballon, ses jambes doivent être à 90 degrés, les pieds à plat au sol. Mais s'il est assis sur un ballon de gym comme ça, en lieu et place de la chaise, il va pouvoir gigoter sans aucun problème, en avant, en arrière, de droite et de gauche, sans gêner personne, et ça fera que son galant est stimulé comme il faut, si je puis dire, et qu'il va être beaucoup plus capable de se concentrer. Ça semble bizarre, mais il y a même des études qui ont été faites dans des écoles dans plusieurs pays, ou pour tous les enfants, hein, pas que pour les enfants qui ont un galant non intégré, mais de remplacer les chaises par ces gros ballons, eh bien, va énormément aider. En fait, on pourrait se dire, ils vont tous gigoter et tout, ça va faire le bazar en classe. En fait, c'est un peu le contraire qui se passe. Comme on répond plus aux besoins de mouvement au niveau corporel, au niveau vestibulaire, etc., ça va beaucoup les aider. Et les statistiques sont formelles à ce niveau-là. Ça vaut la peine de remplacer, enfin de mettre ce genre de dispositif, soit je vous ai dit, les coussins ronds de caoutchouc qu'on met sur la chaise, ou carrément les gros ballons de gym. On pourrait se dire ça va être le bazar dans la classe, mais en fait c'est le contraire qui se passe. Le seul inconvénient que je vois aux ballons de gym, évidemment, c'est que si on n'a pas moyen de les ranger, enfin ils peuvent rouler partout dans la classe, ça c'est pas bien grave. Mais c'est que selon le sol, selon comment est le sol,
ça peut faire beaucoup de bruit, ça peut faire des crissements, etc., selon les sols, parce que du caoutchouc, sur certaines matières, ça peut faire du bruit. Nous, dans les salles de cours, quand c'est le cas, parce qu'on a toujours des ballons comme ça pour les gens dans les salles de cours, et les gens, ils amènent un tapis de sol. Parfois, le fait de mettre ces ballons sur certains tapis de sol qui sont en caoutchouc, caoutchouc contre caoutchouc, ça peut faire des bruits dès que les gens bougent un peu, donc c'est très dérangeant pour tout le monde. Mais nous, on met des mini tapis ou tout simplement des tapis de yoga, mais en coton, en tissu, et à ce moment-là, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun problème. Mais sur certaines matières, ça pose aucun problème, donc tout dépend des matières qu'il y a en dessous du ballon. Donc voilà, typiquement, si vous avez ce type d'enfants chez vous, ne les obligez pas à faire leurs devoirs assis sur une chaise, à un bureau. Ils auront envie de travailler par terre ou sur leur lit ou quoi, laissez-les faire, ou même d'apprendre ces leçons debout en marchant. Il n'y a aucun problème, vous verrez que ce sera mieux pour eux. Évidemment, très souvent, s'il y a un réflexe de galant, je vous ai dit, il y a eu peut-être des manques au niveau de l'allaitement, des naissances un peu difficiles ou quoi, et donc ça vaudra le coup de s'assurer que ces enfants soient suivis en thérapie manuelle, en ostéopathie, en chiropraxie, en fasciathérapie, en kinésithérapie pédiatrique, ou en tout cas avec des thérapeutes formés pour libérer les tensions corporelles qui peuvent avoir été engendrées par la naissance, par des chocs, par des choses, par des positionnements inadéquats dans la petite enfance ou même plus tard après. Donc je vois que ces enfants bénéficient beaucoup de, je ne sais pas comment on dit, une prise en charge d'une thérapie crânio-sacrée ou ostéopathique. Voilà, ça c'est souvent quelque chose qui va énormément aider. Donc il faut trouver des ostéos qui travaillent avec les enfants, tous ne le font pas. Donc voilà, je crois qu'on a bien passé en revue ce réflexe spinal de Galland. C'est vraiment un réflexe, comment on pourrait dire, un réflexe majeur, un réflexe phare, très connu. Moi, j'ai tendance à dire que ce réflexe fait partie un peu de mon podium des réflexes de l'apprentissage, puisque j'ai passé toute ma carrière à travailler, parce que ça me concernait, moi, quand j'étais gamin, mais à travailler avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Eh bien, je dirais les 3 réflexes que je voudrais enseigner à tous les parents et tous les orthophonistes et tous les enseignants du monde sont, par ordre, le réflexe tonique asymétrique du cou, RTAC, le réflexe tonique symétrique du cou. Alors, les statistiques nous disent qu'on retrouve un RTAC dans à peu près 85% des cas chez les enfants en difficulté d'apprentissage, et ceux donc qui sont chez les orthophonistes. 75% des cas, un réflexe tonique symétrique du cou. Et on a sur la 3e marche du podium le réflexe spinal de Galland dans tout ce qui est concentration, agitation, ligotage, intempestif, etc. J'ai pas dit que c'était les seuls. Évidemment, le réflexe d'agrippement pour l'écriture, évidemment, le Babinski pour le langage, évidemment, le ceci, le cela. Tous les réflexes peuvent avoir un rôle majeur dans l'apprentissage et affecter un enfant plus particulièrement qu'un autre et être capital pour cet enfant-là, évidemment. Mais statistiquement, on sait que déjà si à l'école, en maternelle ou en primaire, on regardait tous les RTAC, RTSC et spinal de Galland des enfants, on pourrait faire une sorte de, comment on appelle ça en anglais, screening, de passage en revue de choses qui va aider énormément, parce que qui montre que les enfants ont un manque au niveau de la coordination oculomotrice pour le RTAC, RTSC, et un manque au niveau de la capacité à rester tranquille, assis sur sa chaise et à se concentrer pour le spinal de Galland. Donc vous voyez à quel point c'est majeur, c'est important, et qu'on peut enseigner ça à tous les enseignants. Alors, encore une fois, ces 3 réflexes ne sont pas la cause de tous les problèmes, mais on les retrouve associés à la immense majorité des enfants en difficulté scolaire, et on sait que quand on va pouvoir réintégrer ces schèmes par des jeux de sac de grains, par des mouvements de coordination, par des mouvements de brain gym, par les fameux resets de Tim Anderson au sol, par des stimulations tactiles, par les fameux bercements, mouvements rythmés, mouvements rythmiques qui vont travailler au niveau chaîne musculaire et système vestibulaire. Mais en faisant tout ça, on sait qu'on a une amélioration, et on le voit d'une part parce que les réflexes s'intègrent et qu'ils ne sont plus visibles à l'observation, mais surtout, et c'est ça qui est intégré, ce qui est important, pardon, parce que le comportement change. Et d'ailleurs, dans ma carrière, ce que les parents disaient quand je revoyais l'enfant au bout d'un mois, c'est assez court au bout d'un mois, il a pratiqué pendant 4 semaines des petits mouvements que je lui ai montrés,
le changement, on n'est pas tout de suite, ils ne viennent pas au bout d'un mois dire waouh, les notes, il est passé de 8 à 12. Non, évidemment, vous imaginez bien en un mois. Mais en revanche, le premier truc que disent les parents, c'est waouh, son comportement a changé, il est plus tranquille à table. Parce que le galant, quand les parents arrivent et qu'ils ont un enfant qui est un méga galant, les parents ils me disent, vous savez, monsieur Landon, mais même à table, il n'est pas tranquille, c'est impossible de le rester à table, manger avec nous, il gigote tout le temps. Ça, vous savez, typique, c'est le galant. Et donc, la première chose, les parents disent, à table, ça a changé, son comportement dans la vie de tous les jours, il est plus calme, il reste tranquille, il s'endort mieux. Donc, ils parlent d'abord de ça, parce que c'est ce qu'on voit tout de suite. Et puis, évidemment, ça va se transférer, ça met un tout petit peu plus de temps au niveau des compétences scolaires. Et puis, ce n'est qu'au bout de 2 mois, 3 mois qu'ils disent, là, au niveau scolaire, la maîtresse, elle a dit qu'il y a des nettes améliorations, qu'on a bien fait de faire ce qu'on fait, nous ont demandé ce qu'on avait fait, ils voudraient envoyer d'autres enfants. Je veux dire, c'est le grand classique pour le réflexe spinal de Galant en particulier. Donc voilà, un schème encore majeur, le réflexe spinal de Galant. Je vous incite vivement à vous connecter au site reflex.org si vous voulez en savoir plus. Oui, parce que ce podcast, c'est bien, il explique les choses théoriques, mais on fait des vidéos aussi qui montrent les différents réflexes et qui montrent les activités qu'on peut faire pour intégrer ces réflexes. Et donc sur reflex.org, si vous allez dans la section blog, vous pouvez retrouver tous les réflexes que je fais en podcast au fur et à mesure. Et vous avez sur une page un peu d'explications théoriques issues des manuels de cours d'IMP, l'épisode de podcast que vous êtes en train d'écouter, plus en général, au minimum, une vidéo qui soit montre des choses en lien avec le réflexe, comment l'observer. Je laisse passer motos et voitures. Soit, presque toujours, des mouvements que vous pouvez faire pour intégrer le réflexe. Donc du coup, sur le site de référence reflex.org, réflexe au pluriel, vous trouvez beaucoup plus de choses en complément de ce podcast. Je vous encourage vivement à vous y connecter. Et puis évidemment, si vous n'avez pas suivi des formations en intégration motrice primordiale, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Il y a des promos qui commencent régulièrement et le stage de base par lequel tout commence s'appelle l'alphabet du mouvement. Et c'est en e-learning, donc vous allez apprendre toute la théorie chez vous à votre rythme, et ensuite vous viendrez au stage pratique où on fera la pratique, apprendre à observer les différents schèmes des différents réflexes, plus apprendre à pratiquer toutes les activités qui participent à l'intégration des réflexes. Je vous souhaite une très belle journée, et encore une fois, je vous remercie d'être toujours présent à ce podcast quotidien. Bonne journée à vous.